Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous la regardez. Je vous aime tant. Le poids des clés en laiton dans la paume de ma main avait le goût de la victoire. Après 32 ans en tant que bibliothécaire en chef à la bibliothèque municipale de Shandong, après des décennies d'épargne minutieuse, après 8 années à reconstruire ma vie après mon divorce, ces petites clés représentaient quelque chose qu'on m'avait maintes fois dit que je n'atteindrais jamais. Tu ne pourras jamais te payer une maison en bord de mer avec un salaire de bibliothécaire, Claire, avait dit Marc avec cette certitude condescendante qui avait caractérisé nos 23 années de mariage. Sois réaliste. Pourtant, me voici, debout sur le porche usé par les intempéries de ma propre petite maison normande. La brise d'avril, chargée de sel et de promesses, ébouriffait mes cheveux courts argentés. À 67 ans, moi, Claire Hudson, j'avais enfin réalisé mon rêve. Une retraite modeste mais charmante de 2 chambres, avec des volets bleus délavés, et une vue panoramique sur la Manche, qui me coupait le souffle à chaque fois que je la contemplais. L'agent immobilier était parti il y a quelques instants, me laissant savourer seul mes premiers moments en tant que propriétaire. J'ai tourné la clé dans la serrure, sentant le déclic satisfaisant, alors que la porte s'ouvrait pour révéler un parquet en bois franc, baigné par la lumière du soleil de l'après-midi. Les meubles simples que j'avais sélectionnés lors de visites précédentes étaient déjà disposés par le service de livraison locale. Ma maison, ai-je murmuré, les mots empreints d'une révérence qui résonnait dans les pièces silencieuses. Je me suis déplacée lentement d'une pièce à l'autre, laissant traîner mes doigts le long des plans de travail et des cadres de porte, plaçant mentalement les livres que j'avais emballés si soigneusement, imaginant les matins avec un café sur la terrasse et les soirées à regarder le coucher de soleil peindre l'eau dans des teintes d'ambre et de rose. J'ai exploré chaque recoin, m'imprégnant de l'atmosphère de ce lieu qui était enfin à moi. La cuisine, petite mais fonctionnelle, avait un plan de travail en bois que j'avais choisi pour sa chaleur et son authenticité. Je pouvais déjà m'imaginer préparant une soupe de poisson par une fraîche soirée d'automne, la fenêtre ouverte pour laisser entrer l'odeur de l'air marin. Le salon était dominé par la grande baie vitrée, offrant cette vue imprenable. J'avais choisi un canapé confortable de couleur crème et une petite table basse en bois flotté, trouvée chez un artisan local. C'était un espace conçu pour la lecture, la contemplation et la paix. Un sanctuaire loin du bruit et des exigences du monde extérieur. Un monde que j'avais trop longtemps laissé dicter ma vie. Dans la chambre principale, un espace juste assez grand pour un lit queen size et un coin lecture, j'ai posé mon sac de voyage sur la couette blanche impeccable. Par la fenêtre, je pouvais voir le sentier étroit qui menait à ma parcelle de plage privée. Une autre merveille qui semblait encore surréaliste. Mon propre morceau de littoral où personne ne pouvait me dire que j'étais trop silencieuse, que je lisais trop, ou que je ne savais pas vivre un peu, comme Marc s'en était si souvent plaint. Ce rêve de maison au bord de la mer était né dans ma vingtaine, nourri en secret pendant un mariage où mes aspirations étaient secondaires, et finalement poursuivi avec une détermination d'acier après le divorce. 8 ans à travailler les week-ends dans une librairie locale, en plus de mon poste à la bibliothèque. 8 ans sans vacances, avec des sorties au restaurant minimal et des vêtements achetés uniquement en cas de nécessité absolue. 8 ans à entendre les commentaires dédaigneux de Marc, rapportés par notre fils Benjamin, sur mes efforts continus pour épargner. Claire poursuit toujours sa fantaisie de maison sur la plage, avait-il dit à Benjamin lors d'un dîner de Noël il y a 3 ans. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ce souvenir aurait dû me blesser, mais aujourd'hui, il ne faisait qu'approfondir ma satisfaction. J'avais appris, mais pas la leçon que Marc avait voulu me donner.
j'avais appris que mes rêves valaient la peine d'être poursuivis, que mon modeste salaire de bibliothécaire pouvait en effet accomplir des choses remarquables lorsqu'il était associé à la discipline et à la patience, et que la liberté de vivre ma vie selon mes propres termes valait chaque sacrifice. J'ai déballé ma petite valise, suspendant les quelques tenues que j'avais apportées dans le placard en cèdre. Demain, Benjamin et sa femme Émilie devaient venir de Paris pour m'aider à déménager le reste de mes affaires, principalement des livres et les objets personnels que je ne pouvais me résoudre à confier à des déménageurs. J'avais hâte de montrer à mon fils l'aboutissement de mes années de planification. Cependant, j'éprouvais une légère appréhension quant à la réaction d'Émilie. Émilie Dubois était entrée dans nos vies il y a 6 ans, séduisant Benjamin avec sa personnalité vibrante et son ambition débordante. En tant que directrice marketing pour un groupe hôtelier de luxe, Émilie vivait dans un monde de complexes 5 étoiles et de clients célèbres. Un monde où mes goûts simples et ma nature tranquille semblaient désespérément provinciaux. Bien que jamais ouvertement impolie, Émilie avait perfectionné l'art du dédain subtil, le léger haussement d'un sourcil parfaitement dessiné lorsque je mentionnais mon travail à la bibliothèque, l'impatience à peine dissimulée lorsque je parlais trop longtemps d'un livre que j'aimais, le soupir théâtral lorsque les réunions de famille ne respectaient pas ces normes exigeantes. J'essayais de garder les choses en perspective. Émilie rendait Benjamin heureux, et cela comptait plus que tout l'inconfort que je pouvais ressentir en présence de ma belle-fille. De plus, avec ma nouvelle maison située à 2 heures de Paris, je pouvais contrôler la fréquence et la durée des visites familiales, d'une manière qui avait été impossible dans mon petit appartement, à seulement 20 minutes de leur luxueux appartement. La pensée venait à peine de se former lorsque mon téléphone sonna. Je le sortis de la poche de mon gilet, souriant en voyant le nom de Benjamin sur l'écran. « Bonjour, mon chéri. Je pensais justement à toi, » répondis-je, m'installant sur le siège de fenêtre qui avait été une caractéristique non négociable dans ma recherche de maison. Mais ce n'était pas la voix de Benjamin qui répondit. « Claire, c'est Émilie. » Le ton sec et efficace était reconnaissable entre tous. « Changement de programme. Nous ne viendrons pas demain pour t'aider à déménager. » Oh! Je réprimais ma déception. « Est-ce que tout va bien? » Mieux que bien. Benjamin a décroché le contrat Lefebvre, alors nous fêtons ça. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Mon estomac se serra d'un mauvais pressentiment. Puisque tu as cette maison sur la plage maintenant, nous amenons la fête chez toi. J'ai invité quelques-uns de nos amis et de la famille à nous rejoindre pour le week-end. Je clignais des yeux, luttant pour assimiler cette information. Ce week-end? Mais je viens à peine d'arriver et la maison n'est pas vraiment prête pour des invités. C'est pourquoi je te préviens à l'avance, continua Émilie, comme si j'avais exprimé de l'enthousiasme plutôt que de la réticence. Organise tout. Je veux des chambres préparées, de la nourriture sur la table et de la place pour 22 personnes. Nous sommes déjà en route. 22 personnes? Ma voix s'éleva, incrédule. Émilie, ce n'est pas possible. La maison n'a que 2 chambres et je n'ai même pas encore fait les courses. Un rire dédaigneux crépita au téléphone. Ne sois pas si dramatique, Claire. Les gens peuvent dormir sur des matelas gonflables ou autre chose, et il doit bien y avoir une épicerie dans le coin. Benjamin dit que ta maison a une terrasse, donc nous serons principalement dehors de toute façon. Fais en sorte que ça marche. La présomption me laissa momentanément sans voix. C'était mon premier jour dans ma nouvelle maison, un sanctuaire acheté avec des années de sacrifice, et Émilie le traitait comme un hôtel qu'elle avait réservé pour un séminaire d'entreprise. « Écoute, je sais que c'est à la dernière minute, » poursuivit Émilie, interprétant mon silence comme un acquiescement. « Mais c'est important pour la carrière de Benjamin. Les Lefebvre seront là, ainsi que les associés principaux. C'est une grosse affaire. Tu ne voudrais pas gâcher cette opportunité pour ton fils, n'est-ce pas? » Et voilà. La manipulation subtile qui avait caractérisé tant de nos interactions
L'insinuation que mon confort et mes limites étaient moins importants que ce qu'Émilie considérait comme une priorité, avec le succès de Benjamin utilisé comme justification irréfutable. Pendant un instant, j'ai ressenti l'envie familière de m'accommoder, de m'excuser, de me démener pour répondre aux attentes impossibles qui m'étaient imposées. C'est ce que j'avais fait tout au long de mon mariage avec Marc, pendant l'enfance de Benjamin, lorsque les administrateurs de l'école faisaient des demandes déraisonnables, tout au long de ma carrière, lorsque les usagers de la bibliothèque attendaient des miracles avec des ressources limitées. Mais quelque chose m'a arrêté cette fois. C'était peut-être la clé en laiton que je serrais encore dans ma main gauche, la preuve tangible de ce que je pouvais accomplir lorsque je valorisais mes propres désirs. C'était peut-être le souvenir des prédictions dédaigneuses de Marc, si complètement démenties par le sol même sous mes pieds. Ou peut-être était-ce simplement qu'à 67 ans, moi, Claire Hudson, j'avais enfin atteint la limite de ma capacité à m'accommoder. « Bien sûr, Émilie », m'entendis-je dire, ma voix calme et agréable. « Je m'assurerai que tout soit prêt pour votre arrivée. »« Parfait. Nous serons là vers midi demain. Ne t'inquiète pas pour faire quelque chose de sophistiqué. Assure-toi juste que ce soit propre et qu'il y ait beaucoup à boire. » L'appel terminé, je suis restée assise, très immobile, regardant les vagues se briser sur le rivage au-delà de ma fenêtre. Le soleil commençait sa descente, peignant l'eau de nuances de bleu et d'or de plus en plus profondes. Lentement, délibérément, j'ai posé mon téléphone sur le siège de fenêtre à côté de moi et j'ai pris une profonde inspiration. Une vie entière à être la personne fiable, celle qui s'accommode, celle sur qui on peut toujours compter pour sacrifier ses besoins pour les autres, est venue à la rencontre de la nouvelle résolution qui se cristallisait en moi. Je m'assurerai que tout soit prêt, répétai-je dans la pièce vide, un sourire se dessinant sur mon visage qui aurait surpris quiconque ne connaissait que l'aimable bibliothécaire que j'avais été pendant tant d'années. Mais pas tout à fait comme tu l'attends, Émilie. Je me suis levée, lissant mon gilet avec des mains qui avaient passé des décennies à ranger des livres, à taper des fiches de catalogue et à construire tranquillement une vie selon mes propres termes. Ces mêmes mains se sont maintenant à nouveau saisies de mon téléphone, non pas pour appeler Benjamin ou pour commencer à commander des provisions pour des invités non désirés, mais pour mettre en branle un type de préparation très différent. J'ai toujours cru que travailler dans une bibliothèque pendant plus de 3 décennies vous donne certaines compétences que les gens ont tendance à sous-estimer. La capacité à faire des recherches efficacement, à organiser systématiquement et surtout à comprendre les besoins des gens, parfois mieux qu'ils ne les comprennent eux-mêmes. Alors que j'étais assise sur mon siège de fenêtre, regardant la dernière lumière s'estomper dans le ciel, j'ai commencé à formuler mon plan avec la même approche méthodique que j'avais utilisée pour cataloguer des milliers de livres tout au long de ma carrière. 22 personnes dans ma petite maison de 2 chambres avec moins de 24 heures de préavis. L'audace pure de la chose m'aurait peut-être submergée par le passé, m'aurait peut-être lancée dans une frénésie de préparatifs anxieux, essayant désespérément de m'accommoder de l'impossible. Mais pas aujourd'hui, pas dans cette maison qui représentait mon indépendance, ma persévérance, mon refus d'accepter les limites que Marc imposait à mes rêves. Tout d'abord, j'avais besoin d'informations. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Benjamin. Mon fils a répondu à la 3e sonnerie, sa voix élevée par le bruit de la circulation sur l'autoroute en arrière-plan. « Maman, Émilie t'a appelé ? N'est-ce pas une excellente nouvelle pour le contrat Lefebvre ?»« Félicitations, mon chéri, » dis-je, sincèrement heureuse de son succès malgré les circonstances. « C'est une merveilleuse nouvelle. Émilie a mentionné que vous prévoyez de fêter ça chez moi. »« J'espère que ça ne te dérange pas, » répondit-il avec une première pointe d'incertitude. C'était l'idée d'Émilie. Elle a pensé que ce serait parfait puisque tu viens d'avoir les clés et tout. Une sorte de combo pendaison de crémaillère et célébration.
Qui vient exactement, Benjamin? J'ai gardé un ton décontracté, conversationnel. Oh, juste quelques personnes du travail. Les Lefebvre, bien sûr, ce sont les clients. Quelques associés principaux. Les parents d'Émilie montent de Lyon, sa sœur Vanessa et son beau-frère. Quelques amis de son côté. Je ne suis même pas sûre de connaître tout le monde, admit-il. Et quand est-ce que toi et Émilie avez décidé de ce plan? Insistai-je doucement, sentant une hésitation. Eh bien, c'était un peu spontané. J'ai conclu l'affaire ce matin et Émilie a pensé... Donc, Émilie a prévu d'amener 22 personnes dans ma nouvelle maison sans me consulter d'abord. Énonçai-je, comme un fait, pas une accusation. Une autre pause. Quand tu le présentes comme ça... Écoute, maman, je sais que c'est à la dernière minute. Mais c'est vraiment important pour ma carrière. Les Lefebvre sont énormes, et les avoir dans un cadre détendu pourrait signifier de futurs contrats. Si c'est trop de travail... Ce n'est pas un problème du tout, l'interrompis-je doucement. Je m'occuperai de tout. Je pouvais presque entendre son soulagement à travers le téléphone. Tu es la meilleure, maman. Nous devrions être là vers midi. Je t'aime. Je t'aime aussi, Benjamin. En terminant l'appel, j'ai ressenti une pointe familière de tristesse. Mon fils, maintenant âgé de 35 ans, avait toujours été pris entre son désir de plaire aux autres et sa conscience de ce qui était juste. Grandir avec l'attitude dédaigneuse de Marc envers mes ambitions avait laissé sa marque sur Benjamin. Il avait appris très tôt que maintenir la paix signifiait souvent laisser les personnalités plus fortes dicter les termes. J'avais espéré que son succès dans le monde des affaires aurait changé cette dynamique, mais il semblait qu'avec Émilie, il était retombé dans de vieux schémas. Eh bien, peut-être était-il temps pour nous deux de briser ces schémas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mes recherches. Premièrement, j'ai cherché des informations sur la famille Lefebvre. Jonathan et Hélène Lefebvre, propriétaires de 3e génération de Lefebvre Immobilier, une société de développement immobilier de luxe en pleine expansion dans l'hôtellerie. Leurs réseaux sociaux montraient un couple dans la cinquantaine, avec des goûts simples chers et un penchant pour l'exclusivité. Club privé, événements sur invitation seulement, expérience soigneusement organisée. Ensuite, j'ai fait des recherches sur les parents d'Émilie. Richard et Hélène Dubois possédaient une chaîne prospère de magasins de meubles haut de gamme dans la région parisienne, notoirement difficile, selon plusieurs mentions dans la presse mondaine que j'ai trouvées, Hélène siégeant dans plusieurs conseils d'administration caritatifs où elle était connue pour ses normes exigeantes. Puis Vanessa Dubois-Verdier et son mari Patrick, qui dirigeaient une agence de relations publiques à Paris, spécialisée dans la gestion de crise pour les célébrités. Les associés principaux du cabinet de Benjamin étaient plus faciles à cerner. Je les avais rencontrés lors de divers événements d'entreprise au fil des ans, des hommes traditionnels avec des attentes traditionnelles qui valorisaient les apparences et les relations avant tout. À 23 heures, j'avais compilé un dossier complet sur mes invités non désirés. Il était maintenant temps de mettre en œuvre la première phase de mon plan. D'abord, j'ai appelé Odile Hansen, ma plus vieille amie, qui avait pris sa retraite à Fécamp 3 ans plus tôt. Une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cette portion particulière de la côte d'Albâtre pour ma propre retraite. Odile, c'est Claire. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Claire, pas du tout. Tu es enfin dans ta maison? Comment est-ce? C'est parfait. Ou ça l'était jusqu'à il y a environ 1 heure. J'ai expliqué la situation sans prendre la peine de cacher ma frustration. L'indignation d'Odile en mon nom était réconfortante. Quel culot! Après tout ce que tu as traversé pour avoir cet endroit. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que j'appelle. J'ai besoin de ton aide. À minuit, j'avais passé 7 appels, envoyé 12 courriels et compilé un calendrier détaillé.
Mes années à organiser des collectes de fonds pour la bibliothèque, des événements communautaires et des programmes de lecture pour enfants m'avaient donné un réseau de contacts locaux qui allait s'avérer inestimable maintenant. Les gens sous-estimaient souvent les bibliothécaires, supposant que notre expertise se limitait aux livres et à faire taire les gens. Ils ne reconnaissaient pas que nous étions essentiellement des carrefours communautaires, des spécialistes de l'information et des maîtres de l'influence discrète. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, mes rêves non troublés par la confrontation à venir. Quand je me suis réveillée à 6 heures du matin, je me sentais plus fraîche et concentrée que je ne l'avais été depuis des années. Alors que je sirotais mon café du matin sur la terrasse, regardant la première lumière scintiller sur l'eau, un doute momentané s'est insinué en moi. Allais-je trop loin? Ma leçon planifiée allait-elle endommager ma relation avec Benjamin? Risquais-je la paix fragile que nous avions maintenue depuis son mariage avec Émilie? J'ai fermé les yeux, sentant la brise de l'océan contre mon visage. Non, décidai-je. Certaines limites devaient être établies clairement et fermement. Benjamin devait voir le comportement d'Émilie pour ce qu'il était, et Émilie devait apprendre que je ne me laisserais pas écraser. Si leur relation avec moi ne pouvait pas résister à cette leçon de respect, alors peut-être ne valait-elle pas la peine d'être préservée sous sa forme actuelle. Avec une détermination renouvelée, je me suis rendue en voiture au petit centre-ville pour mettre mes plans en action. Mon premier arrêt fut le marché de Greta, la seule épicerie à moins de 20 kilomètres. La propriétaire, Greta Venson, avait été l'un de mes premiers appels la veille au soir. « Claire ?» me salua-t-elle chaleureusement en entrant. « Tout est arrangé comme nous en avons discuté. »« Merci, Greta. Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu plaisantes ? Après ce que tu as fait pour les dossiers d'inscription à l'université de mon petit-fils, ce n'est rien. » Je souris, me souvenant des heures que j'avais passées à aider son petit-fils à naviguer dans les opportunités de bourse, à corriger ses dissertations et à se préparer pour les entretiens. L'investissement en temps avait porté ses fruits. Il était maintenant en 2e année à Polytechnique avec une bourse complète. Pourtant, j'insiste pour payer les frais de réservation. « Absolument pas, » dit-elle fermement. Considérez cela comme un cadeau de pendaison de crémaillère. Mon arrêt suivant fut chez Location Côtière, où Marshall Turner m'a accueilli avec un enthousiasme égal. « Madame Hudson, bienvenue dans le voisinage. Odile a appelé. Nous avons tout mis de côté pour vous, y compris les demandes spéciales. » J'ai confirmé. Surtout celle-là, sourit-il. Je ne me suis pas autant amusé depuis que nous avons fait une farce aux touristes l'été dernier avec la fausse alerte aux requins. À 10 heures du matin, j'avais visité 7 entreprises, confirmé les arrangements avec les prestataires de services locaux et étais rentré chez moi pour faire les derniers préparatifs. En plaçant des fleurs fraîches sur la petite table à manger et en préparant la chambre d'amis avec mon plus beau linge de maison, je fredonnais pour moi-même une vieille habitude de mes jours de bibliothèque lorsque je préparais des événements spéciaux. À 11h30, je me suis changée pour une simple robe d'été bleue, j'ai appliqué une touche de rouge à lèvres et je suis sortie sur mon porche pour attendre mes invités. La brise de l'océan ébouriffait mes cheveux alors que je regardais la route, les mains calmement jointes devant moi, l'image même d'une hôtesse accueillante. Seul moi savais ce qui attendait Émilie et ses 21 invités. Seul moi comprenais que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce peut orchestrer la leçon la plus bruyante. En attendant, je ressentais un curieux mélange d'émotions, une détermination teintée d'un murmure de doute. Était-ce mesquin? Étais-je en train de surréagir à ce qu'Émilie pourrait considérer comme un simple enthousiasme pour célébrer le succès de Benjamin? Non, me suis-je rappelé, il ne s'agissait pas de la célébration elle-même. Il s'agissait de la présomption, du mépris pour mes sentiments, du rejet désinvolte de mes limites le tout premier jour dans mon sanctuaire durement gagné. Il s'agissait d'années de condescendance subtile
et de la supposition que je me conformerais simplement aux exigences d'Émilie, sans poser de questions. À précisément 11h55, une caravane de véhicules de luxe est apparue à l'horizon, se dirigeant sur l'étroite route côtière vers ma petite maison bleue. J'ai lissé ma robe avec des mains fermes. Que la leçon commence, me suis-je murmuré, alors que la première voiture s'engageait dans mon allée. J'ai toujours cru que les leçons les plus efficaces sont celles qui sont données avec le sourire. En tant que bibliothécaire, j'avais perfectionné l'art de maintenir un comportement agréable tout en faisant respecter les limites nécessaires. Que ce soit avec des adolescents turbulents, des usagers exigeants, ou des membres du conseil d'administration qui pensaient que les contraintes budgétaires n'étaient que des suggestions, ce sourire exercé était fermement en place. Lorsque le premier véhicule, un Range Rover noir étincelant, s'est engagé dans ma modeste allée de gravier, Émilie est sortie du côté passager, des lunettes de soleil de créateur perchées sur son nez, son téléphone à la main, parlant déjà avant même que ses pieds ne touchent le sol. « Claire, te voilà. Le GPS n'arrêtait pas de nous envoyer au mauvais endroit. C'est si pittoresque. » Son regard balaya ma maison avec cette évaluation à peine dissimulée à laquelle je m'étais habituée. Plus petit que ce que Benjamin avait décrit. Mon fils est sorti du côté conducteur, l'air légèrement harassé, mais sincèrement heureux de me voir. « Maman, la maison est superbe. » Il m'a serré chaleureusement dans ses bras, puis a reculé. « Désolé pour le changement de programme de dernière minute. »« Pas du tout, » ai-je répondu en lui rendant son étreinte. « Je suis si fière de ta réussite avec le contrat Lefebvre. Bien sûr, nous devons fêter ça. » Deux autres véhicules se sont garés derrière eux, une berline Mercedes élégante et un SUV Audi, déversant une collection de personnes bien habillées qui clignaient des yeux sous le soleil éclatant de la côte, leurs expressions allant de la curiosité à une légère consternation en examinant leur environnement. « Tout le monde, voici la mère de Benjamin, Claire, » annonça Émilie, me désignant d'un geste désinvolte qui me donnait toujours l'impression d'être une pensée secondaire. « Claire, voici les Lefebvre, Jonathan et Hélène. » Un couple distingué dans la cinquantaine s'est approché, tendant des mains manucurées. Jonathan Lefebvre avait l'assurance de la vieille fortune, tandis que le sourire d'Hélène avait la chaleur pratiquée de quelqu'un habitué aux conventions sociales. « Ravie de vous rencontrer, Madame Hudson, » dit Hélène. « Quelle charmante petite maison. »« Appelez-moi Claire, s'il vous plaît, » répondis-je. « Et merci, c'est la maison de mes rêves. Je l'ai achetée hier, en fait. » « Hier ?» Les sourcils parfaitement dessinés d'Hélène se sont haussés. « Et vous recevez déjà ? Comme vous êtes accommodante. » J'ai simplement souri en réponse, notant la légère emphase sur « accommodante », comme si c'était un défaut de caractère plutôt qu'une vertu. Émilie a continué les présentations rapidement, s'arrêtant à peine pour des salutations appropriées. Ses parents, Richard et Hélène Dubois, sa sœur Vanessa et son beau-frère Patrick, trois associés principaux du cabinet de Benjamin et leurs épouses. Deux couples présentés comme de chers amis, et enfin, une jeune femme nommée Alexa, qu'Émilie a décrite comme son assistante indispensable. 22 personnes au total, comme Émilie l'avait déclaré, se tenaient maintenant dans mon petit jardin, des bagages de marque à leurs pieds, l'attente lisible sur leurs visages. « Eh bien, » dis-je vivement, « entrons. Voulez-vous ? J'ai préparé un léger rafraîchissement de bienvenue. » J'ai mené la procession par ma porte d'entrée, écoutant les murmures et les chuchotements derrière moi. Le salon principal, bien que charmant avec ses poutres apparentes et ses vues panoramiques sur l'océan, n'était clairement pas conçu pour 22 personnes. Mes meubles soigneusement disposés pouvaient confortablement accueillir peut-être 8 personnes. « C'est si cosy », remarqua Hélène Dubois,
le mot dégoulinant d'un dédain à peine voilé. « Où devrions-nous mettre nos bagages ?» demanda Jonathan Lefebvre, cherchant des chambres supplémentaires inexistantes. « J'ai pris des dispositions spéciales, » les assurai-je, faisant un geste vers la table à manger, où j'avais disposé une carafe de citronnade fraîche et une assiette de biscuits. « Mais d'abord, servez-vous un rafraîchissement pendant que j'explique les modalités d'hébergement. » Ils se sont regroupés maladroitement autour de la table, certains se perchant sur les quelques sièges disponibles, d'autres restant debout pendant que je versais de la citronnade dans la collection dépareillée de verres que j'avais délibérément choisie dans les placards de la cuisine. « Comme vous pouvez le voir, » commençai-je agréablement, « ma maison est plutôt intime avec seulement 2 chambres. Je savais que je ne pourrais pas accueillir tout le monde confortablement ici. » La tête d'Émilie se releva brusquement, son expression s'aiguisant. « Mais je t'ai dit… » « Alors ?» continuai-je doucement. « J'ai organisé des hébergements alternatifs pour la plupart d'entre vous dans divers endroits de la ville. » Un murmure confus parcourut le groupe. Le visage d'Émilie rougit des premiers signes d'alarme. « Claire, ce n'était pas nécessaire, » dit-elle sèchement. « Nous en avons discuté. Tout le monde était prêt à s'arranger ici. » « Je ne pouvais absolument pas permettre cela, » répondis-je, ma voix chaude de sollicitude. « Pas quand il y a tant de belles options à proximité. Bien que je doive mentionner qu'en ce début de saison printanière, la disponibilité était quelque peu limitée avec un préavis aussi court. » J'ai récupéré une pile d'enveloppes sur une table d'appoint et j'ai commencé à les distribuer. J'ai préparé les détails de l'hébergement pour chacun de vous. Hélène Lefebvre a ouvert son enveloppe la première, son expression passant de la confusion à la consternation. « Le motel du port sur la départementale 6 ? C'est le seul endroit qui avait une chambre de libre pour ce soir, » expliquai-je en m'excusant. Les commentaires mentionnent que le bruit de la circulation diminue vers minuit et que l'odeur de moisi n'est perceptible que dans la salle de bain. L'enveloppe de Jonathan Lefebvre contenait une réservation pour l'auberge de la Brise Marine, une modeste chambre d'hôte à près de 8 kilomètres. « Il n'avait qu'une seule chambre de disponible, » lui dis-je. « Donc, Hélène devra prendre le motel. J'espère que ce n'est pas trop gênant. » À mesure que chaque enveloppe était ouverte, les réactions devenaient de plus en plus tendues. Les parents Dubois étaient assignés à des établissements séparés dans des villes voisines. Vanessa et Patrick ont découvert qu'ils séjourneraient dans un camping avec une tente de location déjà réservée pour eux. Le gérant m'a assuré que le problème des ratons laveurs a été largement résolu, ajoutai-je utilement. Les associés principaux et leurs épouses ont reçu des réservations dans divers établissements, chacun moins attrayant que le précédent. Une auberge de jeunesse avec salle de bain commune, une cabane de pêcheurs décrite comme rustique mais fonctionnelle, et une chambre au-dessus du magasin d'appât local. « Il doit y avoir une erreur, » dit Benjamin, l'air de plus en plus mal à l'aise. « Il y a sûrement de meilleures options dans la région. » Un week-end de printemps avec moins de 24 heures de préavis ? Je secouai la tête tristement. J'ai appelé partout dans un rayon de 50 kilomètres. C'étaient les seules disponibilités. La côte est très fréquentée à cette période de l'année avec le début de la saison d'observation des baleines. Émilie avait pris une intéressante teinte de rose. « C'est inacceptable » me siffla-t-elle, abandonnant toute prétention de politesse. « Les Lefebvre ne peuvent pas séjourner dans un motel de bord de route. As-tu la moindre idée de leur importance ? » Je suis sûre que ce sont des gens charmants, peu importe où ils dorment, répondis-je innocemment. Ce n'est pas ce que… Elle s'arrêta, luttant visiblement pour garder son sang-froid devant ses invités. Et ici, sûrement, certains d'entre nous peuvent ne rester ici. Oh, bien sûr, acquiesçai-je volontiers. J'ai préparé ma chambre d'amis pour toi et Benjamin, et les parents Dubois peuvent avoir ma chambre. Je prendrai le canapé. Pour les autres, j'ai bien peur qu'il faille utiliser les hébergements que j'ai réservés.
Hélène Lefebvre s'éclaircit la gorge délicatement. Peut-être devrions-nous envisager de retourner à Paris. Ce n'est qu'à 2 heures de route, après tout. Mais nous avons prévu de dîner au Cercle Nautique, protesta Émilie. C'est le restaurant le plus exclusif de la région. Je suis sur la liste d'attente depuis des mois. C'était le moment que j'attendais. À ce propos, dis-je, j'ai pris la liberté de confirmer votre réservation ce matin. Il semble qu'il y ait eu une certaine confusion. Ils n'ont aucune trace d'une réservation à votre nom. C'est impossible, lança Émilie. Vérifiez à nouveau. Dubois-Hudson, table pour 22, 19 heures. J'ai parlé directement au directeur, expliquai-je. Marcel est un vieil ami. Il venait à la bibliothèque pour nos discussions sur la littérature française. Il a vérifié attentivement et n'a rien trouvé. Malheureusement, ils sont complets ce soir pour un événement privé. La consternation collective était palpable. L'image soigneusement orchestrée par Émilie de luxe et d'influence sans effort s'effondrait sous ses yeux. Cependant, continuai-je vivement, j'ai réussi à obtenir une réservation de groupe à l'Ancre Salée, près du port. Ce n'est pas tout à fait le cercle nautique, mais ils servent les plus merveilleux poissons frais, et leur table de pique-nique ont la vue la plus charmante sur les bateaux de pêche. « Des tables de pique-nique » répéta faiblement Hélène Dubois. « Des places communes » confirmai-je. « Très rustiques et authentiques. J'ai pensé que ce serait un changement rafraîchissant par rapport au dîner formel auquel vous êtes tous habitués. » Benjamin avait l'air complètement déconcerté, pris entre la fureur montante d'Émilie et mon sourire serein. Les Lefebvre échangèrent des regards significatifs, tandis que l'assistante d'Émilie tapait frénétiquement sur son téléphone, cherchant vraisemblablement d'autres arrangements. « Maintenant, dis-je joyeusement, qui voudrait une visite de la plage? Les bassins de marée sont particulièrement intéressants à cette heure de la journée. » Alors que le groupe se tenait dans un silence stupéfait, j'ai surpris une lueur inattendue sur le visage d'Hélène Lefebvre. Non pas de la colère ou de la déception, mais la plus faible trace d'un respect amusé. Nos regards se sont croisés brièvement, et j'aurais juré qu'elle m'a fait le plus léger des hochements de tête, avant de se tourner pour murmurer quelque chose à son mari. La première phase de mon plan était terminée. Les graines de l'inconfort avaient été plantées. Il était maintenant temps de les laisser pousser. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. L'après-midi s'est déroulé exactement comme je l'avais orchestré. Chaque inconvénient soigneusement planifié s'ajoutant au précédent, comme les chapitres d'un roman méticuleusement conçu. J'ai conduit mes invités non désirés le long du sentier étroit jusqu'à ma parcelle de plage. Maintenant, un commentaire courant sur la faune locale et les schémas de marée que je savais les ennuieraient à mourir. Des années à mener des visites éducatives pour des écoliers agités m'avaient appris précisément comment paraître enthousiaste tout en livrant des informations que personne n'avait demandées. La limule est en fait plus proche des araignées que des vrais crabes, expliquai-je joyeusement en arrivant sur le rivage, désignant un spécimen échoué. Ils sont restés pratiquement inchangés depuis 450 millions d'années. N'est-ce pas fascinant? Vanessa Verdier a visiblement reculé, ses sandales de créateur s'enfonçant dans le sable humide. Est-ce qu'elle est morte? Oh non. Juste en train de se reposer? L'assurai-je, sachant très bien comment cela serait perçu. Elle semble souvent immobile pendant des heures. Voudriez-vous la tenir? Elles sont tout à fait inoffensives. L'expression d'horreur qui a traversé son visage valait chaque centime que j'avais payé à l'étudiant en biologie marine locale pour placer la créature inoffensive à cet endroit exact. « Je pense que je vais passer mon tour », marmonna-t-elle en reculant. Les Lefebvre ont fait un effort vaillant pour paraître intéressés par l'écosystème côtier, bien que le pantalon en lin blanc d'Hélène montrait déjà des taches de sable, et que Jonathan vérifiait sa montre avec une fréquence croissante.
Les collègues de Benjamin du cabinet se tenaient maladroitement en groupe, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs, tandis qu'Émilie arpentait le rivage, le téléphone collé à l'oreille, essayant vraisemblablement de sauver son week-end soigneusement planifié. « La réception du téléphone peut être assez inégale ici », criai-je utilement, alors qu'elle devenait de plus en plus agitée. « Quelque chose à voir avec les falaises qui interfèrent avec le signal ? Vous aurez peut-être plus de chance près de la route, bien que le seul endroit fiable soit près de la station d'épuration, à environ 1 kilomètre au nord. » Émilie m'a lancé un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Après 30 minutes de ma conférence impromptue sur la nature, j'ai suggéré que nous retournions à la maison pour un thé en début d'après-midi. Le soulagement sur leur visage était presque comique, alors qu'ils remontèrent le sentier sablonneux, leurs chaussures de créateurs et leurs vêtements de ville étant terriblement inadaptés au terrain. De retour à la maison, j'avais arrangé une présentation qui semblait impressionnante à première vue, un service à thé élégant disposé sur ma plus belle nappe, avec de délicats sandwichs et des scones artistiquement arrangés sur des plateaux à plusieurs niveaux. « Servez-vous, s'il vous plaît » encourageai-je alors qu'ils entrèrent dans le salon, beaucoup choisissant de rester debout plutôt que de s'entasser sur les quelques sièges disponibles. Les sandwichs sont une spécialité locale. Hélène Lefebvre fut la première à prendre une bouchée délicate d'un sandwich au concombre, son expression changeant presque imperceptiblement pendant qu'elle mâchait. « Quelle saveur intéressante !» réussit-elle à dire après avoir avalé avec un effort visible. « Du beurre de graines de tournesol » expliquai-je avec enthousiasme. « Une merveilleuse spécialité locale, et les scones contiennent de la dulce séchée. C'est un type d'algue rouge récoltée juste au large de nos côtes, extrêmement nutritif, bien que j'admette que la texture demande un peu d'habitude. » Un par un, ils ont goûté aux offrandes, chaque visage enregistrant une version de la consternation, alors qu'ils rencontraient les saveurs délibérément inhabituelles que j'avais concoctées. Le thé lui-même, une variété spécialement commandée avec des notes de poisson fumé, a complété l'assaut sensoriel. « Claire, » dit Benjamin avec hésitation après une gorgée prudente, « ce thé est unique, n'est-ce pas ? » « Merveilleux, » rayonnai-je. Le propriétaire de la boutique m'a dit qu'il est très populaire dans certains villages de pêcheurs scandinaves reculés. J'ai pensé que cela vous donnerait à tous un avant-goût authentique de la vie côtière. Au milieu de l'après-midi, un changement subtil mais indubitable s'était produit au sein du groupe. L'excitation initiale de leur célébration impromptue avait cédé la place à une prise de conscience naissante que ce week-end ne serait pas l'opportunité de réseautage sophistiqué qu'Émilie avait promise. Les Lefebvre étaient blottis dans une conversation tranquille près de la fenêtre. Les parents d'Émilie avaient disparu pour découvrir leurs hébergements, leurs expressions sombres à leur départ. Les divers amis et collègues avaient en formé de petits groupes, leur voix basse, mais leur malaise évident. Émilie m'a coincée dans la cuisine alors que je préparais une autre théière de ce thé mélodieux. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire exactement ?» siffla-t-elle, abandonnant toute prétention de civilité. J'ai arrangé mes traits en une expression de confusion innocente. « Je suis une bonne hôtesse, bien sûr. Y a-t-il un problème ? » ?»« Tout est un problème, » lança-t-elle, gardant sa voix assez basse pour qu'elle ne porte pas jusqu'à l'autre pièce. Les arrangements pour dormir, la confusion de la réservation. Et qu'est-ce que c'est que ça dans ces sandwichs ? Les Lefebvre parlent de partir. Le patron de Benjamin a l'air d'avoir avalé un citron. Et mes parents sont furieux. J'ai fait de mon mieux avec le peu de préavis que j'ai eu, répondis-je calmement. 22 personnes. C'est beaucoup à accueillir quand on est propriétaire d'une maison depuis moins de 24 heures. Il ne s'agit pas du préavis. Tu fais ça délibérément. Ses yeux se plissèrent alors que la compréhension se faisait jour. Tu sabotes mon événement. J'ai rencontré son regard fixement, mon expression inchangée.
Je travaille simplement avec ce que j'ai, Émilie. Tout comme je l'ai toujours fait face aux attentes des autres. Notre confrontation a été interrompue par Benjamin, qui est entré dans la cuisine, l'air inquiet. « Tout va bien ici ?» ?»« Très bien, » avons-nous répondu simultanément, Émilie et moi. Les Lefebvre s'interrogent sur les arrangements pour le dîner, dit-il. Apparemment, il y a une certaine confusion au sujet de la réservation. J'ai dit à Claire, commença Émilie, sa voix tendue de fureur contenue, que j'avais une réservation au cercle nautique. D'une manière ou d'une autre, elle a mystérieusement disparu. Quel dommage, acquiesçai-je avec sympathie. Mais l'encre salée sera une alternative délicieuse, bien que je doive mentionner qu'ils ne servent pas d'alcool. Le propriétaire a de fortes convictions religieuses, et je crois que ce soir, c'est leur fameux buffet de harengs marinés. Le visage de Benjamin s'est affaissé. Des harengs marinés ? Une tradition locale, confirmai-je, sachant pertinemment que l'encre salée était en fait réputée pour ses sandwichs au homard et disposait d'un bar complet. Le mari de mon ami Odile en avait été propriétaire pendant 20 ans avant de le transmettre à leur fils, qui avait été plus qu'heureux de jouer le jeu de mon stratagème. « J'ai besoin de prendre l'air », déclara Émilie en sortant de la cuisine d'un pas sec. Benjamin la regarda partir, puis se tourna vers moi avec un regard interrogateur. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce n'est pas ton genre. » J'ai considéré l'expression troublée de mon fils, pesant mes prochains mots avec soin. Benjamin avait toujours été pris au milieu entre Marc et moi pendant notre mariage, et maintenant entre Émilie et moi. Il était un pacificateur par nature, mal à l'aise avec les conflits et désireux d'apaiser les tensions. « Ce qui se passe, dis-je doucement, c'est que je permets enfin aux gens de subir les conséquences de leurs actions. Y compris toi, mon chéri. » Son front se plissa. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que tu as laissé Émilie inviter 22 personnes chez moi, sans me demander d'abord. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'avait réfléchi à ce que cela pourrait signifier pour moi, le premier jour dans la maison que j'ai mis 8 ans à me payer. Ça veut dire que vous avez supposé, comme les gens l'ont supposé toute ma vie, que je m'accommoderais simplement de tout ce qu'on me demandait, aussi déraisonnable que ce soit. » La compréhension se fit lentement sur son visage, suivie de la rougeur de la honte que j'avais anticipée. « Maman, Tu n'as pas besoin de t'excuser. Pas encore. D'abord, je veux que tu ailles là-bas et que tu regardes vraiment ce qui se passe. Vois à quelle vitesse l'image soigneusement orchestrée d'Émilie s'effondre quand les choses ne se passent pas exactement comme elle l'avait prévu. Remarque qui fait preuve de grâce sous la pression et qui ne le fait pas. Observe comment les gens traitent les employés de service quand ils sont déçus. Ensuite, nous parlerons. » Il hocha lentement la tête, une réflexion dans ses yeux qui me rappelait le garçon sensible qu'il avait été avant que le monde de l'entreprise et son mariage avec Émilie n'aient lissé ses aspérités. Alors qu'il quittait la cuisine, je me suis permis un petit sourire privé. Le week-end était jeune et j'avais beaucoup d'autres leçons prévues pour mes invités non désirés. D'ici dimanche, ils comprendraient exactement qui était Claire Hudson, pas seulement la mère accommodante de Benjamin, ou la bibliothécaire silencieuse qui pouvait être ignorée en toute sécurité, mais une femme qui avait gagné sa place au bord de la mer et qui la défendrait avec des armes qu'ils n'avaient jamais vues venir. J'ai ramassé le plateau de sandwich aux algues fraîches et j'ai suivi mon fils dans le salon, mon sourire serein et ma résolution inébranlable. Alors que le soir approchait, mes invités non désirés se sont dispersés pour s'enregistrer dans leurs divers hébergements. Chaque départ était marqué par un déplaisir à peine voilé et des tentatives maladroites de gratitude. Je me tenais sur mon porche, agitant joyeusement la main alors que les véhicules de luxe s'éloignaient sur l'allée de gravier, leurs occupants déjà au téléphone
essayant de sauver leur plan pour le week-end. « On se retrouve à l'Ancre Salée à 19h !» leur ai-je crié. « N'oubliez pas d'apporter de l'argent liquide. Ils n'acceptent pas les cartes de crédit. » Seuls Benjamin et Émilie sont restés, ainsi que les Lefebvre, qui avaient insisté pour rester se rafraîchir avant le dîner, une tentative transparente de discuter de leurs options en privé. Dès que la dernière voiture a disparu, Émilie s'est retournée contre moi, son sang-froid professionnel finissant par craquer. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, Claire, mais tu mets Benjamin dans l'embarras devant les clients les plus importants de sa carrière. » J'ai légèrement incliné la tête, la regardant avec l'évaluation calme que j'avais perfectionnée pendant des décennies à traiter avec des usagers de la bibliothèque qui croyaient que leurs amendes de retard étaient une sorte de vendetta personnelle contre eux. Vraiment? Où est-ce que tu l'as mis dans l'embarras en promettant une expérience que tu ne pouvais absolument pas offrir, basée sur des suppositions concernant ma maison et ma volonté de m'adapter à tes plans? Benjamin se tenait entre nous, son malaise palpable. Pouvons-nous, s'il vous plaît, ne pas faire ça maintenant? Les Lefebvre sont à l'intérieur. Les Lefebvre, dis-je doucement, sont actuellement en train de reconsidérer s'ils veulent faire affaire avec une entreprise dont les représentants traiteraient leur famille de cette manière. Tu devrais peut-être y réfléchir, Benjamin. Je les ai laissés sur le porche, rentrant dans ma maison, où Jonathan et Hélène Lefebvre étaient engagés dans une conversation à voix basse, près de la fenêtre. Ils se sont tus à mon entrée, échangeant des regards qui en disaient long. « Monsieur et Madame Lefebvre », les saluai-je chaleureusement. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire avant le dîner? J'ai un délicieux vin de canneberge local qui n'a pas du tout le goût du thé aux algues, je vous le promets. » À ma grande surprise, Hélène Lefebvre a ri, un son sincère qui a adouci son apparence soigneusement entretenue de perfection polie. « J'adorerais, Madame Hudson, et s'il vous plaît, appelez-moi Hélène. Seulement si vous m'appelez Claire. » J'ai versé 3 verres de ce vin couleur rubis, les distribuant avec l'aisance de quelqu'un qui avait servi des rafraîchissements à d'innombrables réceptions de la bibliothèque. Jonathan accepta le sien avec un hochement de tête qui semblait contenir une nouvelle mesure de respect. « Votre maison est charmante, » dit-il, désignant le décor simple mais de bon goût que j'avais choisi avec tant de soin. « Depuis combien de temps prépariez-vous cet achat? » « 8 ans, » répondis-je honnêtement. « Depuis mon divorce. Il a fallu tout ce temps pour économiser suffisamment avec un salaire de bibliothécaire. » Hélène sirota son vin, son regard scrutateur me balayant avec un nouvel intérêt. « C'est tout un accomplissement. »« Merci, cela signifie beaucoup pour moi de l'avoir réalisé par moi-même. »« J'imagine bien, » acquiesça Jonathan. « L'indépendance est sous-évaluée de nos jours. Trop de gens s'attendent à ce que les choses leur soient données toutes cuites. » La remarque pointue flotta dans l'air alors que Benjamin et Émilie entrèrent du porche, leurs visages figés dans les sourires crispés de personnes essayant désespérément de sauver une situation qui se détériorait. « Jonathan, Hélène, » commença Benjamin avec une jovialité forcée. « J'espère que vous êtes à l'aise. Je disais justement à Émilie que nous devrions chercher un autre hébergement pour vous. Le motel du port n'est vraiment pas à la hauteur. » « Ne vous inquiétez pas, » répondit facilement Jonathan. Hélène et moi avons séjourné dans des endroits bien pires pendant nos premières années à monter l'entreprise. Parfois, les expériences les plus mémorables viennent de circonstances inattendues. L'expression de confusion sur le visage d'Émilie était inestimable. Elle s'était clairement attendue à ce que les Lefebvre soient aussi scandalisés qu'elle par la tournure des événements. « Mais vous préféreriez sûrement quelque chose de plus convenable, » insista-t-elle en me lançant un regard accusateur. Hélène posa son verre de vin avec un clic décisif. « En fait, je trouve toute cette situation plutôt rafraîchissante.
À quand remonte la dernière fois que l'un de nous a eu une expérience authentique plutôt que le même luxe soigneusement organisé que nous exigeons toujours? Jonathan et moi disions justement que nous sommes devenus trop prévisibles dans nos dernières années. Je cachais mon sourire derrière mon propre verre, regardant Émilie lutter pour comprendre ce développement inattendu. Mes recherches sur les Lefebvre avaient révélé quelque chose qu'Émilie avait clairement manqué sous leur richesse et leur statut. Ils avaient bâti leur empire à partir de rien, en commençant par une seule propriété que Jonathan avait rénovée lui-même pendant qu'Hélène occupait 3 emplois pour les soutenir. Ils avaient gagné leur succès par la ténacité et la détermination, pas par l'héritage ou les relations. En d'autres termes, ils me ressemblaient bien plus qu'à Émilie. « Eh bien, » réussit finalement à dire Émilie, « si vous en êtes sûre. Nous devrions probablement nous diriger vers le dîner bientôt. J'ai essayé de trouver une alternative à cet endroit, l'encre salée, mais tout semble être complet. »« L'encre salée semble parfait ?» déclara Hélène. « Je n'ai pas mangé de haringue marinée depuis que ma grand-mère en faisait quand j'étais enfant. D'origine suédoise, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil dans ma direction. Alors que nous nous préparions à partir pour le dîner, j'ai pris Benjamin à part brièvement. « Tu devrais peut-être appeler le restaurant à l'avance, » suggérai-je tranquillement. Juste pour confirmer les détails. Il fronça les sourcils, mais sortit sur le porche pour passer la pelle. Quand il est revenu, son expression était un mélange de confusion et de soulagement. « Ils ont dit qu'ils avaient notre réservation, mais il n'y a pas de buffet de haringue marinée. Ils sont connus pour leur homard et ont un bar complet. » Comme c'est étrange. Peut-être que je pensais à un autre établissement? Remarquai-je innocemment. Le trajet jusqu'au port a duré 15 minutes, pendant lesquelles je suis restée assise tranquillement à l'arrière du Range Rover de Benjamin, écoutant Émilie tenter d'orienter la conversation vers les affaires, tandis que les Lefebvre revenaient obstinément à des questions sur ma vie, ma carrière et ma nouvelle maison. L'encre salée était exactement comme je savais qu'il serait. Un charmant restaurant au bord de l'eau, avec un extérieur en bois patiné et des vues spectaculaires sur le port. À l'intérieur, une élégance rustique remplaçait les tables de pique-nique que j'avais décrites, avec des nappes blanches, un éclairage doux et l'arôme appétissant des fruits de mer frais. « Claire ?» Le fils d'Odile, Jack, m'a salué avec une étreinte chaleureuse à notre arrivée. « Votre table est prête, la meilleure de la maison, comme promis. »« Tu connais le propriétaire ?» demanda Émilie, incapable de cacher la surprise dans sa voix. « Claire fait quasiment partie de la famille, » l'assura Jack. « Ma mère et elle étaient de grandes amies, et elle m'a aidé à obtenir mon prêt pour petite entreprise quand j'ai repris le restaurant. Sans sa lettre de recommandation et son aide avec les formalités administratives, je n'aurais jamais été éligible. Alors que nous étions assis à une table de choix surplombant l'eau, j'ai vu Benjamin m'étudier avec un nouveau regard, comme s'il me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Le reste de notre groupe a commencé à arriver, leur soulagement évident en découvrant que le restaurant ne ressemblait en rien à ce que j'avais décrit. Les parents Dubois avaient l'air particulièrement agacés, ayant clairement passé les heures précédentes à se plaindre de l'expérience rustique promise. « C'est inattendu », commenta Hélène Dubois en prenant place, me jetant un regard suspicieux. « N'est-ce pas ?» acquiesçai-je agréablement. « La côte est pleine de surprises. » Le dîner s'est déroulé avec une douceur remarquable, l'excellente nourriture et le vin généreux apaisant les tensions antérieures. Je parlais peu, préférant observer les dynamiques changeantes autour de la table. Les Lefebvre m'engageaient dans la conversation chaque fois que possible, posant des questions réfléchies sur ma carrière de bibliothécaire et la communauté que j'avais servie. Les collègues de Benjamin, prenant exemple sur les clients, ont montré un intérêt nouveau pour mes perspectives. Même Vanessa et son mari m'adressaient parfois des remarques,
bien qu'Émilie et ses parents soient restés froidement distants. Un toast, proposa Jonathan, alors que le dessert était servi, levant son verre. À Claire et à sa nouvelle maison. Puisse-t-elle vous apporter autant de joie que notre première propriété nous en a apporté? À Claire, fit écho la table, la voix de Benjamin portant une note de fierté confuse qui me réchauffa le cœur malgré tout. J'ai levé mon propre verre en guise de remerciement, croisant le regard d'Émilie de l'autre côté de la table. Son sourire restait figé, mais ses yeux contenaient une compréhension naissante. Elle commençait à comprendre qu'elle avait gravement sous-estimé sa belle-mère et que le week-end était loin d'être terminé. « Merci à tous, dis-je simplement. J'ai tellement hâte aux activités de demain. » Le raidissement à peine perceptible autour de la table m'a dit qu'ils avaient reçu mon message haut et fort. Le premier jour n'avait été que le chapitre d'ouverture de l'éducation de mes invités non désirés. Les vraies leçons étaient encore à venir. Je me suis réveillée à l'aube dans ma propre chambre, ayant insisté pour que Benjamin et Émilie prennent la chambre d'amis, tandis que les Lefebvre retournaient à leurs hébergements respectifs. Les parents Dubois avaient catégoriquement refusé mon offre de ma chambre, optant plutôt pour se rendre dans un hôtel à Deauville, à une trentaine de kilomètres. Leur départ avait été marqué par des sourires crispés et des accusations à peine voilées dirigées contre Émilie pour le malentendu concernant les arrangements du week-end. La maison était encore silencieuse alors que je me dirigeais vers la cuisine en pantoufles, savourant ces moments de solitude avant que les événements de la journée ne se déroulent. J'ai préparé une cafetière, du vrai café cette fois, pas le mélange local spécial aux algues que j'avais servi la veille, et j'ai porté ma tasse sur la terrasse surplombant l'océan. La lumière du matin peignait l'eau dans des tons de rose et d'or. Le rythme doux des vagues contre le rivage offrait une toile de fond apaisante à mes pensées. Cette vue, ce moment de contemplation paisible, était exactement ce pourquoi j'avais travaillé pendant 8 ans. Pas de marque pour dénigrer mes rêves, pas d'obligation professionnelle m'éloignant des plaisirs simples. Pas besoin de m'adapter aux attentes de qui que ce soit d'autre. Juste moi, l'océan et la vie que j'avais gagnée par la patience et la persévérance. En sirotant mon café, j'ai ressenti une pointe momentanée de culpabilité à propos de l'expédition d'observation des baleines que j'avais prévue pour aujourd'hui. Allais-je trop loin dans ma vengeance? Les Lefebvre trouveraient-ils encore mes manigances amusantes après 3 heures sur une mer agitée avec une conférence trop enthousiaste sur la biologie marine? J'ai repoussé ce doute. La leçon n'était pas encore terminée. Émilie devait comprendre pleinement que ses actions avaient trop des conséquences, et Benjamin devait voir la différence entre les liens authentiques et le réseautage artificiel qu'Émilie privilégiait. « C'est magnifique », dit une voix derrière moi. Je me suis retournée pour trouver Benjamin debout dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, l'air plus jeune et plus vulnérable que son habituel moi professionnel et soigné. « Ça l'est », acquiesçai-je, lui faisant signe de me rejoindre. « Le café est frais si tu en veux. » Il a disparu brièvement dans la cuisine, revenant avec une tasse fumante pour s'installer sur la chaise à côté de la mienne. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assis dans un silence complice, regardant le matin se déployer sur l'eau. « Je te dois des excuses, » dit-il finalement. En fait, plusieurs. J'ai attendu, lui laissant l'espace de continuer. Je n'aurais jamais dû laisser Émilie planifier ce week-end sans te consulter d'abord. C'était présomptueux et irrespectueux de ton espace. Il prit une gorgée de café, rassemblant ses pensées. Et j'aurais dû te défendre quand elle a commencé à faire des demandes. J'ai été pris dans l'excitation du contrat Lefebvre, et j'ai perdu de vue ce qui compte. Merci, dis-je simplement. Cela signifie beaucoup pour moi. Le truc, maman, continua-t-il,
sa voix prenant une qualité contemplative que je ne lui avais pas entendue depuis des années. C'est que je n'ai même pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce que je te voie avec les Lefebvre hier soir. La façon dont ils t'ont répondu, le respect dans leur voix. Ça m'a fait réaliser depuis combien de temps je ne t'avais pas vraiment vu. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Nous arrêtons souvent de voir les gens les plus proches de nous, Benjamin. Nous pensons les connaître si bien que nous ne prêtons plus attention à qui ils sont vraiment. Papa t'a fait ça, n'est-ce pas? La question était douce, mais directe. Il a arrêté de te voir. Oui, reconnus-je. Et finalement, j'ai arrêté d'essayer d'être vue. C'était plus facile comme ça. Moins douloureux, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Benjamin resta silencieux un moment, absorbant cela. C'est pour ça que tu fais tout ça? Les hébergements, la confusion du restaurant, le thé aux algues. Un petit sourire joua au coin de sa bouche. Ce thé était vraiment terrible, au fait. J'ai ri doucement. Je sais, j'avais du mal à garder mon sérieux en regardant tout le monde faire semblant d'apprécier. Mon amusement s'estompa alors que je considérais sa question. Et oui, c'est en partie pour ça. J'ai passé trop d'années à être invisible, Benjamin. Je ne le ferai plus. Je comprends ça, hocha-t-il la tête. Mais la mise en scène élaborée, tu as dû passer des dizaines d'appels, tout organisé à l'avance. Je l'ai fait, confirmai-je. Bien que ce n'ait pas été difficile. L'un des avantages d'être bibliothécaire pendant 32 ans, c'est que tu connais tout le monde en ville et que tout le monde te doit une faveur ou deux. Les gens ont tendance à sous-estimer l'influence de la femme qui a annulé leurs amendes de retard, aidé leurs enfants avec des projets de recherche ou écrit des lettres de recommandation pour leur candidature à l'université. Benjamin gloussa. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Tu es mon fils, dis-je doucement. Tu ne pourrais jamais vraiment être de mon mauvais côté, mais tu peux me décevoir. Et tu l'as fait. Son sourire s'effaça. Je sais, je suis désolée. Je te crois. Mais voici la question, Benjamin. Que se passera-t-il la prochaine fois qu'Émilie fera des plans qui ne tiennent pas compte de mes sentiments ou de mes limites? Prendras-tu la parole alors? Ou retomberas-tu dans de vieux schémas? Il ne répondit pas immédiatement, son regard retournant vers l'horizon, où le soleil avait maintenant complètement émergé. Je ne sais pas, admit-il finalement. Je veux dire que je ferai mieux, mais c'est compliqué. Émilie elle n'est pas facile à affronter. Peu de gens qui valent la peine d'être aimés sont simples, observai-je. La question est de savoir si la relation permet à chaque personne d'être pleinement elle-même ou si l'une doit constamment se diminuer pour accommoder l'autre. Benjamin me regarda vivement. « Tu es en train de dire que je devrais quitter Émilie? » « Non, secouai-je la tête. Je dis que tu devrais te souvenir de qui tu es vraiment sous le succès de l'entreprise et le mariage stratégique. Ce garçon réfléchi qui défendait les enfants harcelés dans la cour de récréation. Ce jeune homme qui a choisi d'étudier la littérature avant que Marc ne te convainque que les affaires seraient la plus pratique. Le fils qui m'appelait tous les dimanches pendant ses études. Pas parce que tu devais le faire, mais parce que tu savais que ça me ferait plaisir. Des larmes montèrent à ses yeux, nous surprenant tous les deux. Je n'ai pas pensé à cette version de moi-même depuis longtemps. Il est toujours là, l'assurai-je, attendant juste la permission d'exister à nouveau. La porte coulissante s'est ouverte derrière nous, et Émilie est apparue, déjà habillée d'un pantalon en lin blanc impeccable et d'un chemisier en soie, ses cheveux et son maquillage impeccables malgré l'heure matinale. « Te voilà », dit-elle à Benjamin,
son ton suggérant qu'elle le cherchait depuis des heures plutôt que des minutes. Nous devons établir le plan d'aujourd'hui. J'ai envoyé des textos à tout le monde et c'est un désastre. La moitié du groupe veut rentrer à Paris après le fiasco des hébergements et les Lefebvre sont étrangement évasifs. Benjamin me lança un regard rapide avant de se tourner vers sa femme. Peut-être devrions-nous envisager de réduire la voilure, Émilie. Maman vient d'emménager hier et 22 personnes, c'est beaucoup à gérer. Les sourcils parfaitement dessinés d'Émilie se froncèrent. Réduire la voilure n'est pas une option, Benjamin. Le contrat Lefebvre dépend du bon déroulement de ce week-end. Elle tourna son attention vers moi. Claire, j'ai besoin de savoir ce que tu as prévu pour aujourd'hui afin que je puisse m'organiser. Je pris une longue gorgée de mon café, savourant le changement momentané de pouvoir. J'ai organisé une expédition d'observation des baleines. Le bateau part à 10 heures. Observation des baleines ? Répéta Émilie, incrédule. Les Lefebvre et le patron de ton père ne vont pas observer les baleines. En fait, dis-je doucement, Jonathan Lefebvre semblait très enthousiaste quand je l'ai mentionné hier soir. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'occasion malgré plusieurs visites sur la côte. L'expression d'Émilie vacilla entre l'incrédulité et le calcul. Bien. Et pour le déjeuner ? Un pique-nique sur le bateau. Très simple. Sandwich, fruits, ce genre de choses. Et le dîner ? J'ai pensé que tout le monde apprécierait une soirée détendue après une journée sur l'eau. Peut-être un feu de camp sur la plage. Je pourrais faire ma fameuse soupe de poisson. L'horreur qui traversa le visage d'Émilie était presque comique. Un feu de camp ? De la soupe de poisson ? Claire, ce sont des gens sophistiqués avec des goûts raffinés. Ils attendent un certain niveau d'authenticité. J'ai suggéré des expériences authentiques, une connexion avec leurs hôtes, car d'après ma conversation avec les Lefebvre hier soir, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Pas un autre événement d'entreprise stérile, déguisé en rassemblement social. Benjamin s'éclaircit la gorge, intervenant dans le silence tendu entre nous. Je pense qu'un feu de camp semble une excellente idée, en fait. Papa et moi en faisions quand j'étais enfant. Tu te souviens, maman ? Avec les chamallows grillés et les histoires de fantômes ? Le soutien inattendu de mon fils a pris Émilie au dépourvu. Sa bouche s'est ouverte et fermée une fois avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. « Nous en discuterons plus tard », dit-elle sèchement. Je dois passer quelques appels. Alors qu'elle se retirait dans la maison, Benjamin se tourna vers moi avec un petit sourire secret. Vraiment, l'observation des baleines ? Les visites sont assez éducatives, répondis-je innocemment. Bien que j'ai peut-être omis de mentionner qu'Avril est connu pour ses eaux particulièrement agitées et que le taux de mal de mer est de près de 60%. Le rire de Benjamin, libre et sincère comme je ne l'avais pas entendu depuis des années, s'est porté sur l'eau comme une promesse de choses à venir. Pas une résolution, pas encore, mais le début d'un rééquilibrage qui était attendu depuis longtemps. J'ai levé ma tasse de café dans un petit toast à moi-même et à la journée à venir. La phase 2 était sur le point de commencer. Le bateau d'observation des baleines de la flotte Dauphin tanguait doucement contre le quai alors que notre groupe se rassemblait pour l'excursion du matin. J'étais arrivé tôt pour parler avec le capitaine Michel, un vieil ami dont les enfants avaient pratiquement grandi dans le coin lecture de ma bibliothèque. « Tout est prêt, Claire ?» demanda-t-il avec un clin d'œil conspirateur alors que je montais à bord. « Parfait, Michel. N'oublie pas, éducatif, mais mouvementé. » « Compris. On va leur offrir l'expérience complète de la côte d'Albâtre. » Je pris position près de la proue, observant mes invités réticents arriver en petits groupes. Les Lefebvre sont apparus les premiers, étonnamment enthousiastes et habillés de manière appropriée avec des coupe-vents et des chaussures de pont. Benjamin et Émilie ont suivi, présentant une étude de contraste. Mon fils, l'air détendu en jean et pull,
tandis qu'Émilie avait interprété « Observation des baleines » comme une séance photo sur le thème nautique, avec un pantalon capri blanc, un haut rayé et des chaussures de pont immaculées qui n'avaient clairement jamais touché le pont d'un bateau. Les autres invités sont arrivés progressivement, leur nombre visiblement diminué par rapport à la veille. Les parents d'Émilie étaient remarquablement absents, tout comme plusieurs des chers amis qui avaient apparemment choisi de retourner à Paris. Les collègues de Benjamin du cabinet s'étaient cependant mobilisés, sentant peut-être que leur avenir professionnel dépendait du maintien d'un front uni avec les Lefebvre. « Bienvenue à bord de l'Étoile de mer !» La voix du capitaine Michel a retenti dans le haut-parleur, alors que les derniers retardataires s'installaient sur les bancs en bois dur. Nous avons des conditions idéales aujourd'hui pour l'observation des baleines. Des vents forts, une mer agitée et un système qui arrive du nord-est qui devrait rendre les choses bien animées. J'ai surpris l'éclair d'alarme qui a traversé plusieurs visages, en particulier celui d'Émilie, dont le teint avait déjà pris une teinte légèrement verdâtre alors que le bateau s'éloignait du quai. Avant de nous diriger vers les eaux plus profondes, a poursuivi Michel joyeusement, je veux vous présenter notre naturaliste invité spécial pour le voyage d'aujourd'hui, le docteur Claire Hudson. La surprise sur les visages de mes invités était inestimable alors que Michel me désignait d'un geste théâtral. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Claire comme une bibliothécaire à la retraite, annonça-t-il. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est bénévole à l'Institut marin de la Côte d'Albâtre depuis plus de 15 ans, spécialisée dans le comportement et la conservation des cétacés. Elle nous fournira des commentaires d'experts tout au long de notre voyage. C'était, bien sûr, une magnifique fabrication. Bien que j'aie effectivement été bénévole occasionnellement à l'Institut, mon rôle s'était limité à cataloguer leurs documents de recherche et à organiser leur collecte de fonds annuelle. Mais Michel avait adopté avec enthousiasme ma suggestion de rehausser mes qualifications pour l'excursion d'aujourd'hui. Benjamin me regardait avec un mélange de confusion et de respect nouveau, tandis que l'expression d'Émilie était passée du mal de mer à la suspicion. « Merci, capitaine », dis-je, m'avançant avec l'assurance de quelqu'un sur le point de donner une conférence universitaire. J'aimerais commencer par quelques faits fascinants sur l'écosystème marin de la baie de Seine, en me concentrant particulièrement sur les processus digestifs de la baleine franche de l'Atlantique Nord. Pendant les 20 minutes suivantes, alors que le bateau tanguait et roulait sur des eaux de plus en plus agitées, j'ai présenté un exposé méticuleusement documenté sur ce qui pourrait être généreusement décrit comme les aspects les plus dégoûtants de la biologie marine. J'ai parlé avec des détails scientifiques, crus, calculés pour déranger même les estomacs les plus solides. Au moment où j'ai terminé ma conférence initiale, 3 des collègues de Benjamin s'étaient retirés sur le pont inférieur. Vanessa s'accrochait au bastingage avec une expression nettement malade, et Émilie avait abandonné toute prétention de calme, son visage maintenant incontestablement vert. « Et maintenant » annonçai-je joyeusement. « Faisons une pause pour notre pique-nique avant d'atteindre les zones d'alimentation. » Le simple pique-nique que j'avais organisé consistait en des sandwichs au thon mayonnaise avec un supplément de mayonnaise laissé juste un peu trop longtemps au soleil du matin. Des œufs durs avec une sauce à la nette particulièrement piquante. Et pour le dessert, un pudding au pain fait avec de la crème épaisse et des raisins secs. Le tout servi, bien sûr, au moment où le bateau rencontrait la portion de mer la plus agitée. « Claire !» Hélène Lefebvre s'est approchée de moi alors que je distribuais la nourriture avec une efficacité joyeuse. « Vous êtes absolument pleine de surprises. Je n'avais aucune idée que vous étiez biologiste marine en plus d'être bibliothécaire. » La lueur dans ses yeux me disait qu'elle n'était pas dupe un seul instant, mais qu'elle appréciait néanmoins pleinement la performance. « Oh, je contiens des multitudes, » répondis-je avec un sourire conspirateur. Un peu comme le microbiome de la baleine à bosse, ce qui me rappelle une étude fascinante que j'ai lue récemment.
Alors que je me lançais dans un autre discours scientifique détaillé, j'ai remarqué Jonathan Lefebvre engagé dans une conversation avec Benjamin près de la poupe. Les deux hommes semblaient inconscients des effets nauséeux de la mer agitée, qui avait maintenant fait au moins la moitié de notre groupe comme victime. Émilie avait complètement disparu, vraisemblablement aux toilettes du pont inférieur. « Terre en vue !» a annoncé le capitaine Michel par le haut-parleur. « Mes amis, nous approchons de ce que nous appelons le point de reddition du mal de mer. C'est là que je fais normalement demi-tour si nous n'avons pas vu de baleine. Mais aujourd'hui, nous avons de la chance. Il y a un groupe à environ 5 kilomètres plus loin, dans la partie la plus agitée de la baie. Qui veut continuer ? Un chœur de gémissements lui a répondu, ponctué par l'enthousiaste « Allons-y !» de Jonathan Lefebvre. J'ai croisé le regard de Michel et lui ai fait un signe de tête subtil. Pile au bon moment, le bateau a effectué un virage particulièrement violent qui a envoyé plusieurs autres invités tituber vers les bastingages. En fait, suis-je intervenu avec un timing parfait ? Peut-être devrions-nous envisager de rentrer. Beaucoup de nos membres semblent souffrir de ce que les scientifiques marins appellent le syndrome interactif du mal de mer, une condition fascinante où... Oui, rentrons. L'accord désespéré est venu de plusieurs voix à la fois. Eh bien, si vous insistez, a concédé le capitaine Michel avec une fausse déception. Bien que ce soit dommage de manquer la frénésie alimentaire, la façon dont ces baleines régurgitent le krill, partiellement digéré pour le partager avec le groupe, est vraiment un spectacle à voir. Le voyage de retour au port a été considérablement plus rapide que notre voyage aller, le capitaine Michel ayant pitié de nos passagers malades en trouvant l'itinéraire le plus calme possible. Alors que nous approchions du port, je me suis retrouvée au bastingage à côté d'Hélène Lefebvre, qui s'était montrée remarquablement résistante tout au long de l'excursion. « Je dois dire, Claire, » commenta-t-elle tranquillement, « que ce fut le week-end d'affaires le plus divertissant que j'ai vécu depuis des années. »« Je suis contente que quelqu'un l'apprécie, » répondis-je avec un petit sourire. « Oh, plus que moi !» Elle a hoché la tête vers son mari et Benjamin, toujours en pleine conversation à la poupe. Jonathan est absolument ravi. Il se plaint depuis des années de la nature artificielle de ces événements sociaux d'entreprise. Toutes ces conversations forcées autour de repas hors de prix, tout le monde faisant semblant de passer un moment merveilleux tout en vérifiant secrètement sa montre. J'ai observé son visage attentivement, essayant de juger de sa sincérité. « Et ceci est mieux ?»« Infiniment, » m'a-t-elle assuré. « C'est réel, inconfortable par moments, oui, mais authentique. Savez-vous ce que Jonathan m'a dit hier soir ? Cette femme a du cran. J'aime faire des affaires avec des gens qui ont du cran. » Un chaud sentiment de justification m'a envahi, bien que j'aie gardé une expression neutre. « Et vous, Hélène ? Que pensez-vous de tout ça ?» Elle a réfléchi à la question, son regard se portant sur Émilie, qui était finalement sortie du pont inférieur, l'air complètement misérable en s'accrochant à un banc. « Je pense, » dit-elle avec précaution, « que votre fils a épousé une femme qui ressemble beaucoup à la première femme de mon mari. Quelqu'un pour qui les apparences comptent plus que la substance. Ce mariage a duré exactement 3 ans. L'implication flottait entre nous, aucune de nous n'ayant besoin de l'énoncer explicitement. Les conseils matrimoniaux ne faisaient pas partie de ma formation de bibliothécaire. Ai-je esquivé ? Hélène a ri. Non, mais l'observation de la nature humaine, certainement. Vous voyez les gens clairement, Claire. C'est une qualité rare. Alors que le bateau accostait et que notre groupe dépenaillé débarquait, j'ai croisé le regard de Benjamin. Le regard qu'il m'a lancé était complexe, en partie exaspération, en partie admiration, et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait définir. Une reconnaissance, peut-être, de la femme que j'étais vraiment, pas la mère qu'il avait tenue pour acquise.
Tout le monde, annonça Émilie, tentant de rallier ses forces diminuées malgré son apparence froissée. Nous nous retrouverons à 18h pour l'apéritif chez Claire, suivi de réservations pour le dîner chez me. Jonathan Lefebvre l'interrompit. Hélène et moi attendions avec impatience ce feu de camp sur la plage que Claire a mentionné. N'est-ce pas, ma chérie? Hélène hocha la tête avec enthousiasme. Absolument. Ça fait une éternité que nous n'avons rien fait d'aussi charmant et rustique. Le visage d'Émilie se figea dans un rictus de sourire. Un feu de camp? Oui, quelle charmante idée! Alors que le groupe se dispersait pour se remettre de l'aventure du matin, je suis retournée seule à ma maison, savourant l'air salin et la certitude que mes leçons soigneusement orchestrées étaient en train d'être assimilées, bien que douloureusement pour certains. L'expédition d'observation des baleines avait accompli exactement ce que j'avais prévu, séparant ceux qui pouvaient s'adapter et trouver de la joie dans des circonstances inattendues de ceux qui étaient esclaves de leurs propres attentes rigides. Le feu de camp de ce soir serait le test final, le point culminant de mon expérience d'un week-end de douce vengeance et d'éducation nécessaire. En atteignant mon porche, je me suis arrêtée pour regarder l'océan qui était maintenant à moi, à savourer chaque jour. Plus qu'un acte à jouer, me suis-je murmuré, déverrouillant la porte pour préparer la soirée. L'après-midi s'est écoulé dans une solitude paisible alors que je préparais le feu de camp du soir. J'ai coupé des légumes pour ma soupe de poisson, assemblé les ingrédients pour les chamallows grillés et rassemblé des couvertures et des coussins pour rendre les sièges sur la plage confortable. Ces tâches simples et pratiques m'ont recentré, me rappelant qui j'étais sous l'intrigue de vengeance élaborée que j'avais orchestrée. Juste Claire Hudson, bibliothécaire à la retraite, vivant enfin son rêve côtier. Vers 16h, on a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Benjamin seul sur le porche, son expression pensive. « Besoin d'aide pour quelque chose ?» offrit-il, les mains dans les poches, dans un geste rappelant son adolescence. « En fait, oui, » répondis-je en m'écartant pour le laisser entrer. J'aurais besoin de quelqu'un pour porter ses provisions jusqu'à la plage. Où est Émilie? Elle fait une sieste, dit-il avec la neutralité prudente de quelqu'un naviguant sur un champ de mines. Le voyage en bateau a été difficile pour elle. J'ai réprimé un sourire. J'imagine bien. Nous avons travaillé ensemble dans un silence complice, chargeant un chariot avec le nécessaire pour la soirée. Alors que Benjamin empilait le bois de chauffage, il s'éclaircit la gorge avec hésitation. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. » Tout ce week-end, les hébergements, la confusion du restaurant, l'observation des baleines, tu as tout planifié, n'est-ce pas? Jusqu'au moindre détail. Ce n'était pas vraiment une question. J'ai rencontré son regard fixement. Oui. Pourquoi? Je veux dire, je comprends que tu sois contrarié par l'invasion, mais ce niveau d'orchestration semble être tout autre chose. J'ai réfléchi à ma réponse avec soin, voulant qu'il comprenne les courants plus profonds sous mes actions. Te souviens-tu quand tu avais environ 8 ans et que Marc a décidé de vendre le piano sans me consulter? Benjamin fronça les sourcils, se souvenant vaguement. Tu jouais le soir? Tous les soirs, le corrigeai-je doucement. C'était ma façon de décompresser après le travail, ma façon d'exprimer les parties de moi qui n'avaient pas d'autre exutoire. J'avais économisé pendant des années pour acheter ce piano avant de rencontrer ton père. Et un jour, je suis rentrée à la maison et il avait disparu. Marc l'avait vendu parce que, selon ses mots, nous avions besoin de l'espace, et tu ne l'utilisais presque jamais de toute façon. La compréhension se fit dans les yeux de Benjamin. Et tu n'as jamais rien dit. Tu as juste accepté. C'est ça, acquiesçai-je.
Tout comme j'ai accepté quand il a décidé où nous irions en vacances, quelle voiture je conduirais, quels amis valaient notre temps. Tout comme j'ai accepté quand toi et Émilie avez annulé les visites de Noël, ou changé les plans à la dernière minute, ou pris des décisions concernant ma vie, sans tenir compte de mes sentiments. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, admit-il tranquillement. Peu de gens le font, répondis-je sans rancune. Les personnes accommodantes deviennent invisibles après un certain temps. On nous tient pour acquis, nos limites sont ignorées, nos désirs oubliés, jusqu'au jour où quelque chose se brise. J'ai fait un geste autour de nous, vers ma maison, ma plage, mon indépendance durement gagnée. Cet endroit représente tout ce pourquoi je me suis battue, Benjamin. Mon rêve, selon mes termes. Quand Émilie a appelé avec ses exigences, traitant ma maison comme un hôtel qu'elle avait réservé pour sa commodité, c'était le piano, une fois de plus. Benjamin resta silencieux un long moment, absorbant cela. Donc, tout le week-end a été... Quoi? Une leçon de respect? De conséquence, le corrigeai-je. Chaque action crée des ondulations, Benjamin. Lorsque vous prenez des décisions qui affectent les autres sans les consulter, lorsque vous privilégiez votre commodité au détriment de leurs limites, il y a des conséquences. Parfois, elles sont immédiates. Parfois, elles sont différées. Mais elles arrivent toujours, éventuellement. Comme les Lefebvre qui te respectent plus qu'Émilie, même après toute sa planification minutieuse. Exactement. La connexion authentique ne peut être ni programmée, ni mise en scène. Elle émerge naturellement lorsque les gens sont sincères, les uns avec les autres. Je lui touchai légèrement le bras. Quelque chose que tu comprenais instinctivement avant que le monde de l'entreprise ne te convainque du contraire. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucissait vers le soir, nous avons terminé nos préparatifs dans un silence pensif. Je pouvais presque voir Benjamin traiter notre conversation, réévaluer non seulement ce week-end, mais peut-être les schémas de son mariage, de sa carrière, de ses choix de vie. À 18h30, un feu respectable crépitait dans le foyer sur ma plage privée. J'avais disposé des bûches de bois flottées en cercle pour s'asseoir, adoucies par des couvertures et des coussins, et installé une table pliante avec le nécessaire pour les chamallows grillés, les saucisses à griller et une marmite de ma soupe de poisson qui réchauffait sur un réchaud de camping. Simple, rustique et sincèrement accueillant, exactement ce que j'avais promis. Les Lefebvre sont arrivés les premiers, ayant apparemment adopté le code vestimentaire décontracté avec enthousiasme. Hélène portait un jean et un pull confortable, tandis que Jonathan avait enfilé une chemise en flanelle qui lui donnait plus l'air d'un pêcheur à la retraite que d'un magnate de l'immobilier. « C'est merveilleux !» s'est exclamée Hélène, examinant l'installation avec une véritable appréciation. Tout comme les fêtes sur la plage que nous organisions quand les enfants étaient jeunes, avant que tout ne devienne si formel. Les collègues de Benjamin du cabinet sont apparus ensuite, leur nombre réduit à seulement 3 couples qui avaient bravé tout le week-end. Ils se sont approchés avec l'optimisme las de personnes qui avaient survécu à l'expédition d'observation des baleines et étaient maintenant prêtes à tout. Vanessa et Patrick sont arrivés avec un air nettement moins soigné qu'auparavant, bien que Vanessa réussisse toujours à exprimer son inconfort par de subtiles grimaces devant les sièges rustiques. Benjamin et Émilie ont été les derniers à nous rejoindre, émergeant du sentier qui menait de ma maison à la plage. Même dans la lumière déclinante, je pouvais voir la tension dans la posture d'Émilie, le sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait clairement fait un effort pour s'habiller de manière appropriée, un jean et un pull en cachemire, mais l'état impeccable des deux suggérait qu'ils avaient été achetés spécifiquement pour cette occasion, plutôt que tirés de sa garde-robe habituelle. « Claire », me salua-t-elle avec une chaleur forcée. « C'est charmant. »« Merci », répondis-je simplement.
Servez-vous à manger et à boire. C'est décontracté ce soir. Alors que tout le monde s'installait autour du feu, remplissant des assiettes de soupe et faisant griller des saucisses sur des bâtons que j'avais soigneusement taillés cet après-midi, j'ai observé les dynamiques changeantes avec une satisfaction tranquille. Les Lefebvre s'étaient positionnés près de moi, entraînant Benjamin dans leur conversation avec un intérêt sincère. Émilie planait à la périphérie, clairement incertaine de sa place dans ce paysage social inconnu où ses tactiques habituelles n'avaient aucun pouvoir. Claire nous racontait justement ses projets pour un programme de lecture communautaire ici sur la plage pendant les soirées d'été. Dit Hélène de manière transparente, m'incluant dans la conversation. Quelle merveilleuse idée! Maman a toujours eu un don pour rassembler les gens grâce aux livres, commenta Benjamin, sa voix chaude d'une fierté redécouverte. Ces heures du conte à la bibliothèque étaient légendaires quand j'étais petit. Vraiment? Jonathan semblait sincèrement intéressé. Quel type de livre trouvait le plus d'écho auprès de la communauté? Alors que je décrivais mes expériences à mettre en relation les lecteurs avec les bons livres au bon moment de leur vie, j'ai remarqué qu'Émilie se rapprochait, son expression passant de l'inconfort à quelque chose de plus complexe, peut-être la reconnaissance qu'elle était en train de voir une facette de sa belle-mère qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir auparavant. La soirée s'est approfondie, les étoiles apparaissant au-dessus de nous, alors que la conversation coulait naturellement d'un sujet à l'autre. Des histoires ont été partagées, des rires ont éclaté fréquemment, et même les invités initialement réticents se sont finalement détendus dans le simple plaisir du feu, de la nourriture et d'une connexion humaine sans hâte. « Qui veut entendre une histoire de fantôme ?» suggérai-je alors que les flammes dansaient plus bas et que la nuit devenait plus sombre. Je connais toutes les légendes locales, y compris quelques-unes qui n'ont jamais été incluses dans l'histoire officielle de la ville. « Oh, oui !» Hélène a tapé dans ses mains avec délice. « Je n'ai pas entendu une bonne histoire de fantôme depuis des années. » Je me suis lancée dans le conte de la fille du gardien de phare, une histoire avec juste assez de vérité historique pour donner du poids à ces éléments surnaturels. En parlant, j'ai observé mon public. L'attention captivée des Lefebvre, l'intérêt réticent de Vanessa et Patrick, l'appréciation surprise des collègues de Benjamin. Seule Émilie restait détachée, son attention apparemment ailleurs, alors qu'elle fixait les flammes. Quand j'ai conclu mon histoire sous des murmures approbateurs et des demandes pour une autre, Émilie s'est soudainement levée. « Je pense que je vais retourner à la maison » annonça-t-elle, la voix tendue. La journée a été longue. « Je t'accompagne » offrit Benjamin, se levant pour la rejoindre. « Non » dit-elle rapidement, trop rapidement. « Reste et profite des histoires. J'ai juste besoin d'un peu de calme. » Alors qu'elle s'éloignait, sa posture rigide, brièvement illuminée par la lumière du feu, avant de disparaître dans l'obscurité du sentier, j'ai ressenti une pointe momentanée de sympathie. Il ne devait pas être facile de voir sa façade sociale soigneusement construite s'effondrer. Son influence décliner, ses suppositions sur le pouvoir et le statut bouleversé en l'espace d'un week-end. Mais la sympathie n'équivalait pas au regret. Certaines leçons avaient un coût, et celle-ci était attendue depuis longtemps. « Une autre histoire, Claire ?» demanda Jonathan, ramenant mon attention sur le cercle. J'ai souri, m'installant plus confortablement sur mon siège en bois flotté. Celle-ci parle de seconde chance et de trésors inattendus, commençai-je, croisant le regard de Benjamin à travers le feu. Elle commence avec une femme qui pensait que sa vie était finie, pour découvrir qu'elle ne faisait que commencer. Alors que je tissais mon récit sous les étoiles, avec le rythme éternel de l'océan comme accompagnement, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. Le week-end n'était pas encore terminé, mais son but avait été atteint. Les messages avaient été reçus, les limites établies, les perspectives changées.
Quoi qu'il arrive ensuite, cela se déroulerait selon des termes différents. Mes termes. Et c'était là tout l'enjeu depuis le début. Le matin est arrivé avec une clarté qui ne semble possible qu'au bord de la mer. Un ciel d'un bleu vif, un air si pur qu'il faisait presque mal à respirer, et une lumière du soleil qui transformait l'ordinaire en extraordinaire. Je me suis réveillée tôt, comme c'est mon habitude depuis l'enfance, et je suis allée à la cuisine pour préparer le café. La maison était silencieuse. Benjamin et Émilie dormant encore dans la chambre d'amis après notre longue soirée autour du feu. Le feu de camp s'était poursuivi longtemps après le départ d'Émilie, évoluant en un de ces rares et parfaits rassemblements où le temps semble suspendu et les liens se renforcent sans effort. Les Lefebvre avaient été les derniers à partir, Jonathan insistant pour aider à éteindre le feu, tandis qu'Hélène m'avait étreinte avec une chaleur sincère. Ce fut le week-end le plus mémorable que nous ayons eu depuis des années, m'avait-elle confié. Merci pour votre honnêteté, Claire. C'est d'une rareté rafraîchissante dans nos cercles. Maintenant, en portant mon café sur la terrasse, je contemplais l'acte final de mon week-end soigneusement orchestré. Les invités impromptus partiraient aujourd'hui, retournant à leurs divers hébergements, avant de reprendre la route pour Paris. Le véritable test serait ce qui resterait après leur départ. Quelles leçons avaient été assimilées? Quelles limites établies? Quelles relations recalibrées? La porte coulissante s'est ouverte derrière moi et je me suis retournée, m'attendant à voir Benjamin. À la place, Émilie se tenait là, déjà, habillée d'un jean slim et d'un pull doux, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval qui la faisait paraître plus jeune et étrangement vulnérable. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-elle, sa voix dépourvue de son ton autoritaire habituel. « Bien sûr, » fis-je en désignant la chaise à côté de la mienne. « Le café est frais dans la cuisine. » Elle a disparu brièvement, revenant avec une tasse fumante pour s'installer à côté de moi. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assises en silence, regardant les vagues et les mouettes, la lumière du matin peignant tout d'un or doux. « Je n'ai pas pu dormir, » dit finalement Émilie, les yeux fixés sur l'horizon. Je n'arrêtais pas de penser à quelque chose qu'Hélène Lefebvre m'a dit hier soir avant de quitter le feu de camp. J'ai attendu, lui laissant l'espace de continuer. Elle a dit « Votre belle-mère me rappelle moi-même il y a 30 ans, avant que j'apprenne que le contrôle est une illusion et que le seul vrai pouvoir vient de l'authenticité. » Les doigts d'Émilie se sont resserrés autour de sa tasse. J'ai essayé de décider si c'était un compliment ou une critique. « Peut-être que ce n'était ni l'un ni l'autre ?» suggérai-je. « Juste une observation de quelqu'un qui a parcouru un chemin que vous êtes encore en train de naviguer. » Elle se tourna pour me regarder directement, son expression plus ouverte que je ne l'avais jamais vue. « Tout ce week-end, vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Les hébergements terribles, la confusion du restaurant, ce voyage en bateau infernal. Tout était délibéré. »« Oui, » admis-je simplement. À ma surprise, elle n'a pas explosé de colère ou d'accusation défensive. Au lieu de cela, un sourire réticent s'est dessiné au coin de sa bouche. C'était impressionnant, méticuleux en fait. Je ne vous pensais pas capable de ça. La plupart des gens ne le pensent pas, reconnus-je. C'est un peu le but. Vous vouliez me donner une leçon. Ce n'était pas une question. Je voulais établir des limites, la corrigeai-je doucement, pour démontrer que ma maison, mon temps et ma dignité ne sont pas des marchandises à réquisitionner à votre convenance. Émilie sirota son café, réfléchissant à cela. Vous savez, dans mon monde professionnel, le respect se prend, il ne se donne pas. Vous identifiez ce que vous voulez, vous élaborez une stratégie pour l'obtenir, et vous exécutez sans hésitation ni excuse. Ça marche.
Ou du moins, ça a toujours marché pour moi. Et pourtant, nous voici, observai-je, avec les Lefebvre qui se connectent plus authentiquement avec moi, la bibliothécaire à la retraite dans une modeste maison de plage, qu'avec vous et votre expérience de luxe soigneusement orchestrée. Un éclair de douleur traversa son visage, rapidement réprimé, mais indubitable. Oui, nous voici. Quelque chose dans sa voix, une note de résignation peut-être, ou une véritable réflexion, adoucit mon approche. Émilie, puis-je vous poser une question? Elle hocha la tête, lasse. Qu'espériez-vous accomplir ce week-end, au-delà d'impressionner les Lefebvre et les collègues de Benjamin? Quel résultat cherchiez-vous? La question sembla la prendre au dépourvu. Elle fixa son café comme si la réponse pouvait s'y trouver. La sécurité, dit-elle finalement, sa voix si basse que je faillis la manquer. La position de Benjamin au cabinet n'est pas aussi solide que tout le monde le pense. Le contrat Lefebvre est décisif pour sa promotion en tant qu'associé. C'était une nouvelle information, un aperçu derrière la façade polie qu'elle présentait habituellement. Je ne savais pas ça. Personne ne le sait. Benjamin ne voudrait pas que ça se sache. Elle leva les yeux, son expression étonnamment vulnérable. Mes parents ont eu des difficultés financières toute mon enfance. L'entreprise de mon père a fait faillite 2 fois. Nous déménagions constamment, toujours pour plus petit, perdant toujours notre statut. J'ai juré que je ne vivrais jamais de cette façon à l'âge adulte. La compréhension s'est faite, les pièces s'emboîtant. Donc, les vêtements de créateur, les vacances de luxe, l'ascension sociale, c'est une armure. Pour vous protéger. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. L'aveu flottait entre nous, étonnamment honnête pour une femme qui trafiquait en impressions soigneusement organisées. Je me suis surprise à réévaluer Émilie, voyant au-delà de la surface polie l'enfant anxieuse qui avait grandi en assimilant statut et sécurité. La sécurité est importante, reconnus-je, mais elle vient rarement de la validation externe, Émilie. La vraie sécurité, celle qui vous soutient à travers les défis inévitables de la vie, vient de l'intérieur. De savoir qui vous êtes et de vous tenir fermement dans cette vérité, quelles que soient les circonstances. Elle m'étudia pensivement. Comme vous l'avez fait quand Marc a dénigré votre rêve d'une maison sur la plage. Quand il a vendu votre piano. Benjamin avait donc partagé notre conversation. Oui, bien qu'il m'ait fallu beaucoup trop de temps pour apprendre cette leçon. Je ne veux pas la même chose pour vous, ni pour Benjamin. Que voulez-vous dire? Je choisis mes prochains mots avec soin, consciente que ce moment d'ouverture pourrait être fugace. Je vois Benjamin devenir ce que les autres attendent de lui, plutôt que qui il est vraiment. Tout comme je vous vois courir après des marqueurs externes de succès, au lieu de découvrir ce qui vous apporterait un véritable épanouissement. Les 2 chemins mènent à la même destination. Se réveiller un jour, entouré de tous les attributs de la vie que vous pensiez vouloir, pour réaliser qu'elle appartient à quelqu'un d'autre entièrement. Émilie resta silencieuse un long moment, son regard retournant vers l'océan. Je ne sais pas comment être autrement, admit-elle finalement. C'est qui je suis, qui j'ai dû être. Non, dis-je doucement. C'est qui vous avez choisi d'être. Il y a une différence. La porte coulissante s'est rouverte et Benjamin est apparu, l'air froissé et manquant de sommeil, mais d'une certaine manière plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Bonjour », marmonna-t-il, se dirigeant directement vers la cafetière visible par la fenêtre de la cuisine. Émilie et moi avons échangé un regard, pas tout à fait conspirateur, mais reconnaissant le changement de dynamique que notre conversation avait créé. Quelque chose avait changé entre nous,
bien que la durée de ce changement restât à voir. Quand Benjamin est revenu avec son café, il s'est installé dans la 3e chaise, complétant notre petit cercle. « Alors, dit-il après sa première gorgée, quel est le programme pour aujourd'hui ? » « Les Lefebvre ont envoyé un texto, » répondit Émilie, son masque professionnel se remettant en place, bien que moins parfaitement qu'auparavant. « Ils veulent prendre un dernier brunch avant de retourner en ville. Jonathan a suggéré ce petit endroit près du port. Il a dit que l'atmosphère locale authentique lui plaisait. » J'ai saisi la légère emphase qu'elle a mise sur « authentique ». La douce autodérision qui suggérait que notre conversation n'avait pas été entièrement vaine. « Ça semble parfait, » acquiesça Benjamin, regardant entre nous avec un optimisme prudent, sentant clairement un changement, mais incertain de sa nature ou de sa durabilité. Assis ensemble, regardant le matin se déployer sur l'eau, j'ai ressenti un sentiment d'espoir inattendu. Le week-end avait accompli ce que j'avais prévu, mais peut-être de manière que je n'avais pas anticipée. Des limites avaient été établies, oui, mais des ponts avaient aussi été timidement tendus. Pas le pardon, exactement, mais la possibilité d'un nouveau départ basé sur une compréhension plus claire. « Claire, » dit Émilie alors que nous nous préparions à rentrer. « Je vous dois des excuses. Pour ce week-end et pour d'autres choses aussi. » Les mots étaient clairement difficiles pour elle, mais non moins sincères pour l'effort qu'ils exigeaient. « Excuses acceptées, » répondis-je simplement. « Et peut-être que nous pourrons toutes les deux aborder notre relation différemment à l'avenir. » Elle hocha la tête, une pointe de respect dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. « Je crois que j'aimerais ça. Et peut-être que la prochaine fois que nous viendrons, » ajouta-t-elle avec un petit sourire, « j'envisagerai d'appeler d'abord et d'amener moins de 22 personnes. » La tension s'est rompue alors que nous avons toutes les deux ri, le son se propageant dans la petite maison comme une promesse de jours meilleurs à venir. Alors que nous retournions vers ma maison pour qu'ils fassent leur dernier bagage, je ressentis une curieuse légèreté. Le week-end avait accompli ce que j'avais prévu, mais pas exactement de la manière que j'avais planifiée. Mes limites avaient été établies, oui, mais quelque chose d'inattendu avait émergé à côté de cette victoire. Les fondations d'une relation plus authentique avec mon fils et la femme qu'il avait choisie. « Tu sais, » dit Benjamin en arrivant sur mon porche, « papa n'aurait jamais cru que tu étais capable d'orchestrer tout ce week-end. Il t'a toujours sous-estimé. » « Beaucoup de gens l'ont fait, » répondis-je sans amertume, y compris moi-même pendant trop longtemps. « Plus maintenant, » observa Émilie avec une perception nouvelle. « Vous savez exactement qui vous êtes maintenant. » J'ai souri, admirant la vue de ma maison avec ses volets bleus et l'océan au-delà, le rêve que j'avais refusé d'abandonner malgré des années de dénigrement et de doute. « Oui, » dis-je simplement. « Je crois bien que oui. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Et si vous avez aimé cette histoire, consultez 2 autres favoris de la chaîne. Le testament qui a tout changé et quand ma belle-fille a dit que j'étais trop vieille pour garder les enfants.